Il y a 23 ans, un maçon français et un paysan burkinabé créaient la voûte nubienne, une association misant sur une technique de construction ancestrale permettant l'accès à un habitat décent et adapté au changement climatique et aux réalités socio-économiques dans le Sahel. Face aux enjeux climatiques et à l'accélération de la démographie, l'accès à un logement décent devient une urgence sur le continent. Thomas Granier, bonjour. Bonjour. Pour quelles raisons avez-vous décidé en 2000, avec Seri Youlou, le paysan burkinabé qui est le cofondateur de la voûte nubienne, de remettre au goût du jour cette solution architecturale? C'est une évidence qui s'est imposée à nous. Après avoir tenté les premières approches techniques pour retrouver cette architecture vieille de 3500 ans, 3500 ans. l'évidence s'est imposée à nous que c'était une alternative aux toitures de bois disparaissants et aux toitures de tôle inappropriées. Quels sont les avantages de la voûte nubienne par rapport aux autres solutions architecturales? Les avantages sont multiples. D'abord, et la première des qualités, c'est les performances thermiques passives, le confort. Ensuite, c'est l'architecture, des lignes douces à l'intérieur, un toit terrasse, la capacité de monter en étage et, très important, l'utilisation de matériaux locaux. La terre notamment? La terre principalement, l'eau, les cailloux, tout le gros œuvre est fait entièrement en terre. Et donc, on est là dans des savoir-faire qui sont maîtrisés localement, on est dans des économies locales et on s'écarte de la dépendance aux matériaux d'importation, ciment, acier, bois, etc. Il y a aussi de grands avantages en termes de climat, adaptation et atténuation climatique. Donc c'est à la fois une solution économique et climatique. Environnementale, économique, climatique, de confort et plus largement par la réinjection de l'économie de cette construction dans les économies locales, c'est aussi, ça permet aussi des atouts de stabilisation des populations. Mais la construction en terre n'est pas nouvelle pour les populations africaines et notamment dans le Sahel. Les constructions en terre sont même les constructions les plus courantes dans les contrées rurales notamment. Ce qui est nouveau, c'est la toiture, cette voûte nubienne qui permet de remplacer les toitures de bois, mais qui elles-mêmes disparaissent vite. La ressource en bois n'existe plus. Déforestation et démographie n'ont pas permis de continuer ces architectures vernaculaires. Et ce qui est nouveau aussi, c'est de réintégrer l'architecture de terre dans une dynamique moderne. On fait des maisons dont on ne sait qu'on peut mettre en ville, on construit des collèges, on construit des hôpitaux. Donc, et la toiture et une réappropriation de l'architecture de terre, c'est ça que l'approche novatrice peut-être que l'on propose. C'est donc une alternative au bois et à la tôle qui sont beaucoup utilisées dans les constructions. Mais il y a tout de même des limites à ces constructions nouvelles, parce que vous parliez des maisons, des écoles, peut-être de quelques bâtiments publics, mais la limite est toute vite trouvée, puisque les immeubles ne font pas partie de cette solution architecturale. Oui, la voûte nubienne n'est pas une panacée, ce n'est pas un miracle technique, et ça ne remplacera pas tous les besoins. Si il fallait construire aujourd'hui à Dakar, on n'utiliserait pas la voûte nubienne. Mais l'Afrique sahélienne, c'est, je pense que sur peut-être 90% du territoire, nos propositions tiennent la route. Thomas Granier, tout ce que vous décrivez décrit une architecture populaire. Mais quels sont ses enjeux aujourd'hui? Les enjeux de l'architecture populaire, c'est amener des techniques simples, des architectures basiques, simplifiées, réplicables. C'est créer des dynamiques socio-économiques permettant des diffusions à grande échelle. Et c'est sans doute
ne pas rechercher forcément une expertise architecturale trop pointue et laisser et permettre aux communautés de développer leur propre talent de cette archiculture. Et qui sont les acteurs de cette architecture populaire? Qui sont les principaux acteurs? Alors c'est vraiment c'est le monde rural d'abord, hein. L'architecture de terre, c'est d'abord une architecture de paysans. Et c'était en Europe, et ça a toujours été comme ça en Europe jusqu'il y a une cinquantaine d'années ou un peu plus. Donc c'est le monde paysan d'abord. Et c'est intéressant parce que, et en même temps, on veut construire des bâtiments urbains dans une économie formelle, etc. Et donc il faut créer du lien entre ces acteurs issus du monde rural et des acteurs urbains plus formels, etc. Donc ça aussi, c'est une dimension très intéressante. Comment vous créez du lien entre des classes sociales, pour le dire comme ça, qui ne sont pas forcément habituées à travailler ensemble. Et quel bilan vous faites 23 ans plus tard? Le bilan aujourd'hui, c'est que nous avons les solutions. Les solutions techniques aujourd'hui sont validées avec près de 8000 bâtiments construits, dont 1000 seulement pour l'année 2021. Une diffusion sur 5 pays, une diffusion qui touche aussi bien les populations rurales que des populations plus urbaines et l'habitat communautaire. Une méthodologie de diffusion à grande échelle qui fonctionne. Notre conclusion aujourd'hui, c'est que la difficulté, c'est les moyens. On a une proposition technique qui fonctionne, une méthodologie de diffusion à grande échelle qui fonctionne. Il faut que les pouvoirs publics, les bailleurs, les partenaires, les acteurs socio-économiques s'emparent de l'éco-construction et qu'il y ait une vraie volonté de diffusion en Afrique. Alors l'objectif que vous visez, c'est de construire 10 000 maisons en 2032. Mais pour quelle raison cette technique n'est pas adoptée en dehors du continent, puisque ailleurs aussi, les températures grimpent? Oui, mais on reste sur des pays qui sont parmi les économies les plus modestes du monde, avec des difficultés en termes d'approvisionnement en matériaux d'importation, d'approvisionnement en énergie, avec des capacités de main-d'œuvre bon marché qui permettent la diffusion. Mais aujourd'hui, nous pensons vraiment qu'en Afrique du Nord, au Rajasthan indien, dans les déserts, dans les parties désertiques du Mexique ou l'altiplano andin, la haute nubienne aurait aussi sa place. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'est toujours pas? L'intérêt des acteurs du développement, l'intérêt des pouvoirs publics, les capacités à AVN et à ses partenaires à mobiliser des fonds. La question de l'habitat reste une question largement orpheline. Sans doute devancée par bien d'autres questions importantes, santé, éducation, accès à l'eau, infrastructure, que sais-je. Mais la question de l'habitat semble avoir été oubliée sur le bord du chemin du développement. Et aujourd'hui, c'est les questions climatiques qui poussent en avant notre projet, plus que la question réellement de l'habitat. Et même de la démographie, parce que le continent africain va être l'un des rares continents à voir sa population doubler en moins de 25 ans. On y est déjà. Hein, le Burkina... C'est 2 milliards d'habitants en 2030. C'est ça. Et 2030, c'est demain. C'est ça. Et ces gens dorment où? Comment? Et comment est-ce qu'on utilise l'évolution d'un secteur économique aussi important que l'habitat pour créer de la stabilisation, créer du développement et créer des impacts climat positifs? Nous avons des solutions pour ça. Pourtant, vous ne manquez pas de partenaires. On voit bien que des partenaires comme l'AFD vous soutiennent, vous accompagnent. Comment expliquer que ce ne soit pas plus répandu? Les partenariats qu'on a, ça reste extrêmement modeste. Une grosse partie le travail est immense. Il faut convaincre des populations. Plus vous êtes dans une situation fragile économiquement, plus la prise de risque sur un produit nouveau est difficile. Or, l'habitat, c'est un produit considérable en termes d'investissement. C'est peut-être le plus gros investissement d'une vie, ça aussi bien au nord qu'au sud. Et donc, il est déjà difficile, long, de convaincre
les populations, de créer une dynamique de marché, des maçons formés, une filière qui s'installe, capable de basculer, de glisser du marché informel vers le marché formel, des clientèles qui ont confiance et un ensemble de parties prenantes créant un environnement d'affaires positif. Tout ça prend du temps et le monde du développement est impatient. On vous donne de l'argent pendant 3 ans pour créer une filière à l'échelle d'une région entière qui est déjà 3, 4, 5 millions de gens, et puis après on vous laisse au milieu du gué. C'est des démarches très longues. On pourrait prendre l'exemple de la France et de l'évolution du parc immobilier français depuis plus d'une vingtaine d'années que les ministères développent ici. On est toujours peut-être à 20 ou à 30% des acquis. Et c'est la France et c'est 20 ans. Donc vous imaginez les besoins d'investissement et de prise de décision politique dont on aurait besoin pour avancer plus rapidement et plus largement en Afrique sahélienne. Et quels sont les retours des populations justement concernées par ce nouveau mode d'habitat? Une fois qu'on a passé l'inertie de la décision, de l'acceptation, de la confiance, alors dans le monde rural, clairement, la diffusion est là. Les blocages sont encore financiers parce que malgré tout, même avec ces techniques, vous avez toujours besoin d'un peu de finances, même si c'est 300-400 euros de cash pour faire une maison. Et ça bloque. Mais malgré tout, et on le voit bien avec la croissance de notre programme, 10 bâtiments permis en 2000, 100 en 2010, 1000 en 2020, on voit bien que ça fonctionne. Les acteurs aussi du bâtiment communautaire, santé, éducation, agricole, beaucoup, stockage, transformation, etc., sont de plus en plus désireux de trouver des solutions vertes. Donc là aussi, on a beaucoup d'intérêt. Alors d'une COP à l'autre, la question du financement d'un fonds vert, vous l'évoquez, est récurrente. Comment l'avenir de la voûte nubienne pourrait-il être intégré dans des projets de développement durable? Une volonté politique par les gouvernements africains eux-mêmes, ça c'est une obligation. Une mise en avant des questions d'habitat par les partenaires et bailleurs de ces gouvernements. Une évolution des pratiques constructives dans le modèle formel. Le tout béton doit petit à petit laisser la place à d'autres approches constructives, comme ça se fait aujourd'hui au Nord, et une capacité de multiplier les efforts et de multiplier nos actions. Le tout béton, ce n'est pas demain qui va s'arrêter, parce qu'on voit que de plus en plus dans les pays africains, on construit d'immenses cimenteries. Il faut bien qu'il y ait des débouchés. Oui, c'est David contre Goliath. Mais malheureusement, je dirais malheureusement, toutes les réalités climatiques, socio-économiques Militent en faveur de la voûte nubienne. Et voilà. Donc c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dérisoires, mais c'est toujours le début qui est difficile. Thomas Granier, merci. Merci à vous.